Bon, alors on connaît le déficit de l'assurance maladie dû au Covid. On a failli arriver en 2019 à l'équilibre et patatras. Une pandémie a fait que le déficit a explosé. Mais on avait bien vu que l'équilibre qui a failli arriver à peu près de la Sécu et de l'assurance maladie, un peu moins l'assurance maladie, était précaire, parce que c'était peut-être un peu à marche forcée. Mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Justement, ma première slide, si on peut lancer le diaporama, c'était juste pour vous donner un petit peu Alors, le... première slide. Après. La deuxième, on peut voilà, dire. la deuxième, du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, justement, je voudrais vous donner un petit peu, rappeler que la France était déjà, avant Covid, parmi les pays qui dépensaient le plus pour la santé. La pandémie, effectivement, a un impact partout, c'est pas que la France. Et les chiffres viennent de sortir aujourd'hui de l'adresse, justement, confirment que le taux de croissance des dépenses de santé en 2011 reste très élevé. Et la France, aujourd'hui, est le troisième pays qui consacre le plus pour la santé. La prochaine slide, s'il vous plaît. En même temps, les soins, le système de soins, ce n'est pas le seul levier, effectivement, pour améliorer la santé de la population, qui est l'objectif du système de santé. Et les pays qui dépensent le plus n'obtiennent pas forcément les meilleurs résultats. Si c'était le cas, les États-Unis qui dépensent aujourd'hui presque 18% de son PIB à la santé, qui est le pire résultat en termes de l'espérance de vie à la naissance. La France, qui est au milieu de cette benchmarking en termes de l'espérance de vie, il est un des pays quand même qui a l'espérance de vie le plus élevée, notons-le, mais quand même, par rapport aux pays comme Corée, Italie ou l'Espagne qui ont des résultats en termes de santé mieux que la France, ils dépensent 2 ou 3 points de pourcentage plus pour la santé. La prochaine slide, s'il vous plaît. Du coup, dans ce contexte, je vais aujourd'hui passer 3 messages. Hein. J'aime bien faire mes conclusions en amont, comme ça, si jamais vous voulez partir, vous ne perdez rien. Et donc, la première point que je voudrais dire, dépenser mieux, ce n'est pas juste une nécessité, mais c'est vraiment une obligation éthique aujourd'hui, vu le contexte économique et environnemental dans le monde. Hein. Ce n'est pas qu'en France. Donc, deuxième point, il n'est pas seulement possible, mais aussi nécessaire de mieux dépenser pour pouvoir assurer l'équité. L'équité d'accès, on en a parlé, mais aussi l'équité de qualité pour les patients dans le système de santé. Et pour cela, il faut beaucoup plus d'imagination. Beaucoup plus d'imagination que c'est ce que nous propose la prochaine PLFSS, par exemple, et pour changer la structure des dépenses, c'est-à-dire structure de l'offre de soins, comment on soigne, comment on place le patient dans le système de soins. Et se donner les moyens, quand je dis les moyens, si on ne voit pas où on veut aller, en termes de qualité, en termes de prise en charge, en termes de bonnes pratiques, on ne peut pas gérer le système de santé. Donc, du coup, on ne peut pas dépenser mieux. Le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, ma premier point, c'est si je reviens sur le système de santé, effectivement, le contexte économique est morose pour les autres secteurs, mais pour le système de santé qui sont sous pression, en triple pression, je ne veux pas trop développer les pressions démographiques, on en parle beaucoup depuis longtemps, mais je pense qu'on ne réalise pas, on n'en parle pas assez, les pressions économiques qui existaient déjà, hein, Covid, sans Covid, sur le système de santé et qu'il y a de plus en plus de traitements nouveaux et personnalisés, c'est une tendance dans tous les systèmes, et que ces nouveaux traitements, c'est de plus en plus coûteux. Donc il va falloir faire des choix, trouver des solutions, peut-être dépenser moins ailleurs, etc. Mais aussi environnemental. Malgré la crise Covid, on n'en parle pas assez. Certes, avec le réchauffement de la climatique, il y aurait des autres virus, il y aurait de plus en plus de maladies infectieuses qui sont en train de se propager. Covid, c'était peut-être pas le pire virus qu'on pourrait avoir. Et j'ose imaginer si demain on a une autre virus, est-ce qu'on va faire les choses différemment? Ou qu'est-ce qu'on va faire différemment exactement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a appris pour le système de santé, hein, pour faire les choses, ou faire face aux crises différemment. Donc, il faut garder ça en tête. Le prochain slide, s'il vous plaît.
Donc, pour ça, quand on parle de besoin de construire des financements soutenables dans tous les sens, en général, on parle de financement. Pour le financement tutélaire, il y a 3 fonctions importantes. C'est générer des revenus, redistribuer des ressources. Je ne vais pas parler de générer des revenus parce que notre sujet, c'est dépenser. Donc, il y a une autre, deuxième fonction importante, c'est de distribuer ou allouer des ressources de façon équitable et efficiente. Ça veut dire entre les groupes de population socio-économiques, entre les régions, entre les groupes de patients, etc. Mais aussi, il s'agit de financer bien le fournisseur de soins, qui sont les professionnels, les hôpitaux, etc., parce que c'est directement lié à la distribution de ressources dans le système de santé. Or, quand on regarde la prochaine slide, s'il vous plaît, quand on regarde comment en France on régule les dépenses de santé, c'est le mécanisme ONDAM, le budget ONDAM, qui est, je dirais, une maîtrise de dépenses arbitraire. Je dis bien volontiers arbitraire parce que c'est un mécanisme macroéconomique qui n'a aucune connexion avec les objectifs de santé, avec les objectifs de santé publique, et sans considérer les besoins locaux. On est dans des enveloppes globaux, et sans considérer l'évolution des besoins en santé, des changements de population, on a parlé de vieillissement de population tout à l'heure, mais aussi sans considérer les évolutions de pratiques médicales et les innovations, parce que la médecine évolue très très rapidement. Donc il y a des nouveaux traitements tous les jours, on change les méthodes chirurgicales, il y a des nouveaux traitements oraux qui changent tout à fait les protocoles, on peut penser à cancérologie, etc. Et en fait, le mécanisme de allocation de ressources et régulation des dépenses ne prend pas tout ça en considération, mais répète une mode d'organisation, un mode de financement ancien, année sur l'année, avec des petites modifications très, très, très à la marge. Donc, ça ne suffirait pas de continuer comme ça si on ne se donne pas des objectifs clairs, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut changer, identifier les bonnes pratiques. Prochaine slide, s'il vous plaît. Juste, je pense que vous connaissez ça par cœur, mais c'est quand même frappant de voir, ça c'est la conclusion de cette régulation prix-volume ONDAM dans le secteur hospitalier. C'est quand même frappant de voir dans 5 ans, juste 5 ans, le nombre de séjours à l'hôpital augmenté de 8%. Nombre d'hospitalisations. Et la durée de séjour baisse, effectivement, on peut dire qu'il y a la productivité, mais est-ce que l'hôpital, l'objectif du système de santé est maximiser le nombre de gens à l'hôpital? Vous voyez les urgences, voilà, on en parle parce que ce n'est pas soutenable. C'est quand même doubler le nombre des urgences dans les 20 dernières années par habitant. Donc, ce n'est pas le nombre, c'est par habitant. Sans se poser la question, mais pourquoi? Comment on peut faire autrement? Qu'est-ce qui ne va pas ailleurs? On ne va pas s'en sortir et on ne va pas changer cette structure. On peut avoir le slide après? En plus, de point de vue des patients, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de patients qui rêvent d'être à l'hôpital le plus possible, ou passer plus de temps à l'hôpital, ou avaler le plus de médicaments possible. Donc, c'est des mauvaises prises en charge. De point de vue de patient et coûte cher. Donc, il est possible. En fait, on a toujours tendance à penser que l'objectif d'efficience et l'objectif de qualité, ils sont opposés. C'est tout contraire. En fait, plus de qualité en santé souvent correspond à meilleure efficience de ressources, de toute façon. Et là, on peut mieux soigner les patients dans l'endroit où ils en ont besoin et en même temps améliorer l'efficience des systèmes en changeant la structure de dépenses. Prochaine slide, s'il vous plaît. C'est ma dernière slide. Pour cela, facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Effectivement, il faut aussi avoir des modes de paiement soutenables. Quand je dis mode de paiement soutenable, bon, sans rentrer trop dans le détail, mais
il faut que les modes de paiement pour les professionnels de santé, pour les hôpitaux, pour les établissements de soins longue durée, soient pour la qualité et l'innovation en santé, plutôt que de volume d'activité. Or, en France, 90% de fournisseurs de soins sont payés à l'acte. À l'acte en ville, c'est-à-dire plus de patients, plus de consultations, même pas plus de patients, plus de consultations. Le revenu dépend directement, on en a parlé tout à l'heure, histoire de revenus, mais aussi pour les hôpitaux, la T2A, plus d'hospitalisation. Il y a un moment, il faut se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut envoyer tout le monde à l'hôpital? On a parlé, la structure des besoins de soins change. Les patients, ils ont besoin plus de rester. Vieillissement de la population fait qu'on a besoin beaucoup plus de soins de longue durée, soins médico-sociaux, à domicile, dans des structures alternatives, etc. Tandis que nous, on provoque... avec ce mécanisme de régulation de dépenses volume-qualité, on est sur le prix, on est toujours sur la négociation de prix, jamais sur la qualité et résultat, et dans cette logique de réguler les prix en fonction de volume. Tandis que pour faire ce que je viens de dire, aller où on veut aller avec des objectifs de santé, il faut un beaucoup meilleur suivi de qualité des soins et des pratiques médicales. De ce point de vue-là, ça je ne peux pas dire assez de fois parce que je suis un peu en rage. Enfin, ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet. On essaie de fournir les données, des statistiques, des indicateurs et en France, on est 40 années derrière n'importe quel pays européen, y compris les pays comme la Turquie, Mexique, etc. Les taux de réadmission, les taux de complications à l'hôpital, l'expérience de patients en ville, en soins médico-sociaux, à l'hôpital, je ne sais pas, le nombre d'indicateurs qu'on ne collecte pas, on n'utilise pas, c'est impossible. Parce qu'en plus, en France, vous avez la régulation et les financeurs, la CNAM, l'État, voilà, autour d'Ondam. Et puis, vous avez une institution, ou des institutions, plutôt HAS, qui parle de qualité. Il parle de qualité, il vous dit des indicateurs, mais il ne fait pas une production d'indicateurs. Et l'ANAP, censée être agence d'appui à la performance, je ne sais pas, quand on regarde les données qu'il collecte, qu'il demande, même y compris dans le Copermo, etc., même pour un économiste, honnêtement, c'est un cauchemar. Et il y a zéro sens des chiffres collectés sans pouvoir identifier de bonnes pratiques. Je dis, je redis, je pense qu'en France, le mot benchmarking, c'est toujours négatif. On pense qu'on va vous pointer, on va dire que vous êtes mauvais. Mais c'est aussi pour dire, mais vous êtes bon. Peut-être que vous êtes bien et qu'il y a plein de choses bien qui se passent en France et on n'en parle pas. Je pense qu'en France, on excelle pour dire qu'est-ce qui ne va pas, mais jamais regarder qu'est-ce qui ne va bien. Avec Covid, il y a tellement de belles choses qui sont passées. En fait, il y avait des belles histoires à raconter et de réactions et des résiliences des équipes. Je peux donner 1000 exemples, mais... on peut parler de Covidom à Paris, par exemple, qui a quand même permis de garder les patients à domicile, réduire l'anxiété, réduire les durées de séjour, recours aux urgences, etc. Covid fini, qu'est-ce qui se passe au Covidom? On pouvait tellement bien imaginer ce modèle pour le suivi des patients chroniques, aux polypathologies, etc. À la place, on va tuer ces initiatives parce qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on n'a pas assez de suivi de qualité et des résultats des soins. Et puis, on ne regarde pas les pratiques, les outcomes des équipes, des hôpitaux, des pratiques locales, etc. Donc, je pense que pour pouvoir mieux financer, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va financer. On ne veut pas financer le nombre d'hospitalisations, on veut financer les patients bien soignés. On veut financer les patients satisfaits ou guéris. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que le suivi de qualité et des pratiques médicales, c'est extrêmement important. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Il faudra qu'on vous réinvite l'année prochaine pour nous dire comment on fait. Et puis on invitera aussi la NAP pour qu'ils se justifient de leur collecte de données dans tous les sens.